Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège, pour cette soirée en collaboration avec la Maïf, qui va nous parler donc de féminisme et d'économie, deux termes qui sont rarement associés ensemble. Et je remercie beaucoup Hélène Périvier d'être là avec nous ce soir pour aborder ce sujet qu'elle a développé aussi à travers un livre que vous pourrez retrouver à la sortie, avec d'autres ouvrages aussi qui le précèdent. Et je voulais dire que c'est d'autant plus passionnant que vraiment c'est une thématique qui n'est jamais abordée en tant que telle. Bien souvent, on parle des aspects économiques liés à la condition des femmes, mais cette question-là, de façon théorique, évidemment avec toutes les répercussions que cela a, eh bien c'est passionnant de l'aborder aujourd'hui avec vous et de pouvoir aussi échanger avec vous. Donc encore une fois, merci d'être là. Merci à la Maïf aussi d'être toujours fidèle à l'Estive pour ces conférences qui nous-mêmes nous passionnent lorsque nous les concevons à votre attention. Et vous pouvez les retrouver toutes sur le site de l'Estive, lestive.com. Vous le savez, ces conférences sont aussi associées à des temps de convivialité. Donc si vous voulez rester, j'espère que vous avez réservé votre dîner, parce que je pense qu'il n'y a plus de place. Mais en tout cas, associées donc à des dîners partagés et à une séance de cinéma. Ce soir, ce sera le film d'Olivier Dahan, Simone ou Le voyage du siècle, un film qui retrace le parcours de Simone Veil, donc de ses engagements très courageux à son époque. Et le féminisme, c'est une longue histoire à laquelle elle a beaucoup participé, et je crois que c'est vraiment un moteur de société qui nous aide tous. Voilà, donc très heureux de vous accueillir ce soir, et je passe la parole à Martine Gilles, qui représente la Maïf ce soir. Merci Carole. Bonsoir à toutes et tous, chers sociétaires et publics de l'Estive. Au nom du conseil d'administration de la Maïf, nous tenons à vous remercier pour votre présence ce soir. En plus, vu les embouteillages et les conditions météo, c'est encore mieux. Et à remercier notre partenaire de toujours, ou presque, l'Estive, avec l'ensemble de ses équipes pour l'organisation de cette dernière soirée conférence-débat Maïf Estive de l'année 2022. Cette année nous a permis en effet de réfléchir ensemble à différentes thématiques, dont le numérique avec Rachida Lamy, la solidarité en temps de crise grâce à Pablo Servigne, sujet tristement d'actualité avec les événements en Ukraine, en Afghanistan, en Iran et ailleurs. Conférence d'ailleurs, comme tu le disais, dont la captation a été réalisée par l'Estive et a fait à ce jour plus de 34 000 vues. Ce soir, avec ces conflits en toile de fond, la thématique que nous vous proposons pourrait sembler presque anecdotique, car c'est autour du thème, effectivement, de l'économie féministe que vous avez choisi de nous rejoindre. J'illustre mon propos par des réponses à notre invitation du type, je vous les cite, « De qui se moque-t-on ? En ces périodes mouvementées, faut-il encore exacerber le communautarisme ? Je suis contre le féminisme 2022. » Ou autre réponse, « Il y en a ras-le-bol de votre féminisme, vive l'homicisme ». Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Alors voilà, pourquoi ? Pourquoi Maïf et l'Estive ont-elles envisagé de vous proposer une réflexion sur ce thème ? Eh bien, tout simplement, ou tout logiquement, parce que nous débutons le mois de novembre, qui est dans la France entière le mois de l'ESS, économie sociale et solidaire. Novembre est donc l'occasion incontournable de comprendre ce que représente cette forme d'économie, de voir ce qu'elle apporte à notre société en pleine transition. Et puis, seconde raison, et non des moindres, c'est qu'en tant que communauté humaine de plus de 3 millions de sociétaires, Maïf, devenue société à mission depuis le 1er janvier 2020, a toujours milité et milite de manière encore plus affirmée et engagée depuis cette date pour le mieux commun et donc pour une économie plus responsable, plus respectueuse, plus juste, dans laquelle une attention sincère est portée à l'autre et au monde. Or, la science économique a été pensée par des hommes pour être au service d'une société dirigée par des hommes. Elle est encore au XXIe siècle la science sociale la moins féminisée. Nous vivons encore dans une société à l'organisation patriarcale, centrée sur, je me permets de reprendre les propos de notre invité, Monsieur Gagne-Pain, tandis que Madame Au Foyer est devenue Madame Gagne-Miette.
Et cela malgré les quotas de femmes imposés qui tardent à être atteints. Nous constatons aussi, par exemple, que nous vivons une époque dans laquelle les partis politiques se disent féministes, mais en fait tentent d'éliminer leur adversaire politique en instrumentalisant le féminisme. L'économie féministe, elle, parce qu'elle renouvelle les thèmes et les approches de la discipline, déploie des savoirs et des outils pour atteindre l'égalité des sexes. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ce soir Hélène Périvier afin de nous aider à réfléchir sur cette thématique. Donc, Hélène Périvier est économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, Sciences Po Paris, et dirige le programme Présage, programme de recherche de l'enseignement des savoirs sur le genre. Ces domaines de recherche concernent les politiques sociales, familiales et les inégalités entre les sexes. Elle vous en parlera tout au long de notre soirée et merci encore pour votre venue. Bonsoir, merci beaucoup à la Maïf et à toute l'équipe de l'Estive de cette invitation et merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir bravant la pluie pour venir partager ce moment avec nous. Donc je suis très honorée d'être parmi vous pour vous présenter cet ouvrage, L'économie féministe, qui traite à la fois de la science économique et du féminisme, mais j'aurais dû dire les sciences économiques et les féminismes, puisque les deux approches sont multiples, comme je vais vous le montrer. L'objet de ce livre, peut-être pour commencer, pourquoi j'ai écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre parce que, étant économiste et travaillant sur les questions de discrimination, d'inégalité femmes-hommes, de genre, j'avais le sentiment que dans ma discipline, mes collègues ne comprenaient pas forcément l'intérêt de cette approche, sans être contraire à la posture féministe. En tout cas, c'était pas quelque chose d'évident. Et de l'autre côté, mes collègues sociologues, politistes, historiens, historiennes, ce sont plus souvent des femmes qui travaillent sur ces sujets. Et bien, de ce côté-là, j'avais l'impression que l'économie était mal comprise. Souvent, et d'ailleurs c'est vrai de façon générale, on pense l'économie comme une science néolibérale, la science du marché, on confond parfois avec le capitalisme. En fait, l'économie, c'est une science sociale et l'économie, l'organisation économique, c'est autre chose. C'est un objet d'étude des sciences économiques. Donc, j'avais un peu envie de parler à ces deux sphères qui sont mes deux collègues, mes deux poules de collègues différents. Et j'avais envie d'écrire ce livre pour dire d'un côté que l'économie avait beaucoup à gagner à adopter cette perspective féministe. Et de l'autre côté, le féminisme avait beaucoup à gagner à piocher dans les savoirs qui sont produits par la science économique pour défendre l'égalité des sexes, pour défendre les droits des femmes et pour produire une société plus juste. Voilà la première raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. La deuxième raison, c'était parce que on peut penser que l'économie féministe est un oxymore, dans le sens où si le féminisme est un activisme, ce qu'il est en partie, bien sûr, un activisme de terrain qui vise à défendre, encore une fois, les droits des femmes, à promouvoir l'égalité, qui est ancré dans une histoire complexe, qui est traversée par de multiples controverses. Mais si cette dimension activiste est bien réelle, et que l'économie, elle, est une science sociale, alors on peut penser que l'économie féministe, la partie féministe, vient polluer la dimension scientifique de la discipline. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que tout au contraire, non seulement elle ne pollue pas la dimension scientifique de l'économie, mais au contraire, elle la renforce, puisque l'économie, comme toutes les autres sciences, et pas seulement les sciences sociales, sont traversées par des biais cognitifs, des biais de genre, mais tout un ensemble de biais, et que l'économie et que le féminisme ou la critique féministe permet en partie de débusquer. Donc c'est un peu l'objet de ce livre, c'était un peu de montrer cet aller-retour entre les deux champs, et puis aussi, je vous en parlerai un peu, de vous donner des exemples de en quoi l'économie peut servir l'objectif d'égalité. Et puis dans la discussion, je serais ravie de répondre à vos questions sur si vous avez envie de développer des points plus particuliers sur des politiques publiques qu'on pourrait modifier, réformer, transformer, de sorte à passer de ce modèle de Monsieur Gagne-Pain, Madame Gagne-Miette, à un modèle égalitaire. Eh bien, je serais ravie de pouvoir développer quelques points. Donc, pour commencer, je commence par ce point de départ. L'économie féministe est-elle un oxymore ? Bien non, vous ne serez pas étonnés de savoir que ma réponse est non.
Pourquoi ? Parce que l'économie est une science, comme toutes les sciences, donc qui est produite par des citoyens ou des citoyennes qui vivent dans un environnement qui lui-même produit des normes, et que ces normes, elles ont une influence plus ou moins grande sur les savoirs qui sont produits, et que pour que ces savoirs soient le plus rigoureux possible, eh bien, il est important de pouvoir jeter la lumière sur ces biais. Ce qui m'a aussi intriguée, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que, tout à fait paradoxalement, l'économie féministe est une branche très institutionnalisée de la discipline. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui est reconnu. Et ça, c'est pas vrai en sociologie, c'est pas vrai en histoire, c'est pas vrai en sciences politiques. L'économie est la seule discipline des sciences sociales à avoir vraiment institutionnaliser une branche de l'économie féministe, qui s'appelle l'économie féministe. Pour vous en convaincre, il y a, dans la classification des savoirs en économie, il y a une entrée qui est dédiée à l'économie féministe, qui se trouve dans l'ensemble hétérodoxie, et elle se situe entre le marxisme d'une part et l'institutionnalisme de l'autre. Et donc c'est une branche bien reconnue. Elle est dotée d'une revue académique qui s'appelle Feminist Economics en anglais, puisque les revues aujourd'hui en sciences sont souvent anglophones, et elle a une association internationale, International Association for Feminist Economics, qui montre que c'est une branche reconnue de la profession des économistes. Et ça m'a intriguée parce que je me suis demandé pourquoi en sociologie, en histoire, en sciences politiques, il n'y a pas eu ce besoin de la part de certaines chercheuses, parce que je ne vais pas vous mentir, c'est essentiellement des femmes qui travaillent sur cette branche-là, d'avoir à affirmer cette posture féministe. Pourquoi ? Une des hypothèses que j'émets dans le livre, c'est que l'économie, plus que toutes les autres sciences sociales, a cru à un moment, disons dans le tournant du 19e et du 20e siècle, a cru qu'elle pouvait se détacher le plus possible de toute question normative pour devenir une science positiviste, une science presque proche des sciences dures, une science dotée de cadres analytiques théoriques très formalisés, très mathématisés, qui pouvaient faire penser que ça se rapprochait plutôt des sciences dures comme la physique, plutôt que de sciences humaines comme la sociologie. Et ce détachement, ou en tout cas ce morcellement des questions qu'ont fait les économistes en se disant il y a d'un côté la façon dont les choses fonctionnent, la façon dont l'économie fonctionne, dont la production de biens et de services fonctionne, et de l'autre, une question qui serait du ressort de la philosophie morale, c'est-à-dire la question de la redistribution de ces richesses, la question de la justice du partage de ces richesses. En séparant ces deux thèmes, les économistes ont cru qu'ils allaient créer une science un peu plus pure. Et en fait, pas du tout, parce qu'on ne peut pas détacher ces deux questions, et que la perspective normative, c'est-à-dire en sciences, savoir dans quel monde souhaitons-nous vivre, elle est non seulement souhaitable, mais elle est indispensable. On ne peut pas faire des sciences, on ne peut pas poser de questions si on ne sait pas dans quel monde nous voulons vivre. Sinon, nous ne savons pas quelles questions nous voulons poser. Et si nous ne savons pas quelles questions poser, nous ne savons pas comment y répondre. Donc la première démarche scientifique, c'est de poser des questions qui ont du sens. Et ce sens-là, il est donné par cette approche un peu globale, normative. Dans quel monde voulons-nous vivre ? Qu'est-ce qu'on entend par principe de justice ? Qu'est-ce qui nous semble profondément injuste ? Etc. etc. Et donc, d'un côté, donc l'économie a cette dimension normative qu'elle a voulu mettre de côté, mais qui est bien là. Et de l'autre côté, le féminisme, qui, comme je l'ai dit, est un activisme qui part du terrain, avec des mouvements féministes très anciens, qui visent à promouvoir les droits des femmes. Pour promouvoir ces droits, pour penser l'égalité, les féminismes ont dû se doter de concepts, de théories, de controverses. Ça ne vous aura pas échappé. Parmi les mouvements féministes, il y a énormément de controverses. Pourquoi ? Parce que la question, elle est compliquée, elle n'est pas simple. Il faut trouver des façons de créer un accord. Et donc, si les féminismes se retrouvent autour de l'idée de l'égalité des sexes, les moyens pour y parvenir sont très controversés. Et donc, le féminisme s'est doté de beaucoup de théories, ce qui lui donne une certaine dimension scientifique, puisqu'il y a de la controverse, il y a du débat, il y a de la mesure, il y a de la pensée théorique. Pour paraphraser la féministe Geneviève Fraisse, le féminisme, ça pense. Et donc, d'une certaine façon, le féminisme a une dimension scientifique. C'est pourquoi la rencontre entre féminisme et économie n'est pas du tout un oxymore, mais c'est bien évidemment un champ de recherche extrêmement fructueux et qui s'enrichit l'un l'autre.
Voilà, donc là je vous ai dit à peu près ce qu'il y avait sur cette slide. Alors je voudrais d'abord vous convaincre un peu de cette idée que l'économie est une science, c'est pas la seule, hein, mais c'est une science qui a été créée par des hommes pour être au service d'une société dirigée par des hommes. Hein. La société du 19e, si on se contente de cette perspective historique du 19e, eh bien c'est une société patriarcale institutionnalisée où les droits des femmes sont extrêmement restreints. Et là, vous avez un panel des grands économistes très connus, hein, ça va de Adam Smith, Malthus, Ricardo, John Stuart Mill, et plus récemment Gary Becker, Friedman, Milton Friedman, voilà, et puis bien sûr John Maynard Keynes dans le fond, Karl Marx en haut. Enfin, vous voyez, ces messieurs sont en bonne compagnie. Ils ne sont pas d'accord du tout les uns avec les autres, évidemment, mais voilà, on voit bien que c'est ça que l'on retient de l'économie. Alors, ce que je vais vous montrer quand même, c'est qu'il y a quand même quelques femmes. Alors, je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a quand même quelques femmes, y compris en France, mais elles ont été un peu laissées de côté. Aujourd'hui, l'histoire de la pensée en économie qu'on raconte, souvent les laisse un peu à côté, et on ne se souvient que de la contribution de ces messieurs. Donc, pourquoi c'est un problème? On pourrait se dire, après tout, puisque le monsieur qui a répondu à la Maïf en disant « je ne suis pas pour le communautarisme, je trouve que le féminisme est un communautarisme », ce qui est un contresens, puisque le féminisme est un humanisme, est un universalisme, au sens où il promet les droits de chacun et de chacune, et il promeut l'égalité. On pourrait se dire, pourquoi c'est pas grave, ce sont des hommes qui ont produit cette science, ça pourrait ne pas avoir d'incidence. Ça a une incidence parce que l'expérience sociale des hommes et des femmes n'est pas la même. Ça ne vous aura pas échappé. C'est encore vrai aujourd'hui, mais alors c'était encore plus vrai au XIXe siècle. Les femmes n'avaient pas le droit de s'instruire, n'avaient pas accès à tous les métiers, elles n'étaient pas payées évidemment de la même façon que les hommes, elles n'avaient pas le droit de vote. Bon, je vous passe l'ensemble de ces questions-là, mais vous voyez bien que l'expérience sociale des femmes n'est pas la même. Et de fait, quand vous êtes scientifique et que vous posez des questions, eh bien ça a quand même un impact qui vous êtes dans la société. De fait, par exemple, ces messieurs vont se concentrer sur la sphère marchande, puisque eux sont dans la sphère publique. Ils vont s'intéresser à la sphère marchande, comment le marché fonctionne, et c'est bien sûr très intéressant, hein, et c'est très utile. Et ils vont créer des modèles, comme par exemple Léon Walras, qui créera ce modèle d'équilibre général, hein, où tous les marchés sont connectés. Mais ce qu'oublie Léon Walras, c'est qu'à côté du marché, il y a bien sûr une sphère qui n'est pas marchande. Alors il y en a plusieurs en fait, mais en particulier la sphère domestique, dans laquelle il se passe quelque chose d'extrêmement important pour le fonctionnement de nos organisations. À commencer par la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire avoir des enfants, les élever, les nourrir, et faire en sorte que cela permette d'avoir des citoyens et des travailleurs dans l'avenir. Donc vous voyez que ça pose un problème déjà de ce point de vue-là. Et puis, je vais vous donner quelques exemples, ça pose aussi un problème parce que ces messieurs sont pleins de biais. Ils ont une certaine vision de la société, ils ont une certaine vision du rôle des femmes et des hommes dans la société, et elle n'est pas neutre, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ils sont pleins de biais cognitifs et de biais genrés, et je vais vous montrer quelques exemples qui vont illustrer et qui vont vous donner un peu la teneur de ces biais, et donc c'est pour ça que cette concentration d'hommes pour produire la discipline crée un problème scientifique dans le développement des questions posées, des concepts, des théories et des travaux qui sont menés. Alors pourquoi je vous parle de ces biais? Alors par exemple, ici je cite juste, mais c'est pour vous donner juste un petit exemple. Adam Smith, par exemple, que vous connaissez, je pense tous, qu'on appelle souvent le père fondateur de l'économie moderne, écrit un livre qui s'appelle La richesse des nations, dans lequel il essaye de comprendre comment les nations peuvent devenir plus riches par des modes de production, en particulier la division du travail. Jean-Baptiste Say, et de la même façon, alors ces deux économistes ont bien conscience que dans la famille, il se passe quelque chose d'important, qui est cette production de la force de travail. Ils n'arrivent pas vraiment à résoudre ce problème. Leur idée est de dire un homme qui a charge de famille ne peut pas offrir son salaire au même niveau qu'un homme célibataire, puisque cet homme qui a charge de famille, il a des enfants et il a une femme qui travaille, hein, parce que là on est à la fin du XVIIIe siècle. Inutile de vous dire que toutes les femmes travaillaient, la plupart des femmes travaillaient. Le travail était plutôt une question de classe sociale qu'une question de genre. Et donc, ils se disent, c'est par le salaire, par une forme de salaire familial, qu'on peut rendre soutenable cette charge qu'ont certains hommes lorsqu'ils ont charge de famille. Donc, ce n'est pas que les économistes n'ont jamais pensé ce qui se passait dans la sphère domestique,
C'est juste que la façon dont ils y ont pensé n'est absolument pas féministe, parce que pour eux, évidemment, c'est l'homme doit travailler, l'homme travaille, c'est lui le maître de la maison. Donc on voit bien que ce patriarcat, il influence la vision qu'ont ces économistes de l'organisation dans laquelle nous vivons. Alors un petit exemple un peu, alors évidemment c'est un peu facile de se moquer de ces messieurs maintenant, hein, parce qu'aujourd'hui ça nous semble évident. Juste dans le cas de la France, on a à l'époque, au 19e siècle, fin 19e siècle, des sociétés savantes hein, qui se développent en Europe et en France en particulier. Et la société d'économie politique s'intéresse aux questions économiques. Et là, je vous donne l'exemple d'une séance où les messieurs membres de cette société, alors les dames ne sont pas autorisées à être membres de cette société, je reviendrai dessus. Ici, vous les avez. Ils se réunissent le 5 juin 1884 et la question qu'ils se posent, c'est où la femme, au point de vue économique, est-elle mieux placée, au foyer de la famille ou dans l'atelier? Donc c'est très sympa, ils sont entre eux. Il n'y a pas une seule femme pour savoir ce qu'elle pourrait penser, ce qu'elle pourrait vouloir, ce qu'elle pourrait souhaiter. Alors, j'ai retranscrit, hein, donc c'est vraiment leur propos. Hein, donc, ce qui ressort, alors ils ont quand même des débats, mais je ne vais pas rentrer dedans, mais ils ne sont pas d'accord sur tout, mais quand même ils sont d'accord pour dire qu'il est très rare qu'une femme fasse le même travail qu'un homme ou le fasse aussi bien. Et ensuite, le travail de la femme, c'est, sous ses formes diverses, le travail domestique. Il n'y a pas d'appel pour eux, voilà, les femmes doivent rester au foyer. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est juste pour illustrer ma question des biais cognitifs et de la façon dont ces biais genrés influencent le travail scientifique de ces messieurs, c'est qu'en fait, ils se disent, en fait, la valeur du travail que la femme fait au foyer est plus important que le salaire qu'elle aurait si elle travaillait. Donc, économiquement, il est évidemment beaucoup plus intéressant qu'elle reste au foyer. Et donc, ils ont une espèce de raisonnement un peu circulaire, ce qui les arrange bien, puisque c'est bien, moralement, c'est bien ça qu'ils veulent. Ils veulent que les femmes restent au foyer, et ils trouvent un argument pseudo-scientifique pour dire, eh bien, voilà, en plus, économiquement, c'est ce que les gens ont intérêt à faire. Évidemment, on aurait pu penser, mais pourquoi sont-elles si mal payées? N'y a-t-il pas de la discrimination sur le marché du travail? Cette question-là n'est pas posée, en tout cas pas par ces messieurs-là. Donc vous voyez bien qu'il y a des biais, c'est évident que ces messieurs ont une certaine vision du rôle des femmes et des hommes, du statut des femmes et des hommes dans la société, et que de fait, leur réflexion, leur pensée, leur travail est influencé par cette vision-là. Mais on aurait pu avoir une toute autre vision que celle-ci. Donc c'est bien pratique, mais est-ce que c'est vraiment scientifique? On peut se poser la question. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de féminisme dans la pensée économique, y compris par des hommes, au XIXe siècle. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde cette pensée de l'égalité, elle traverse toutes les écoles de pensée, du marxisme ou du socialisme jusqu'à l'école libérale. Vous trouverez des féministes, des hommes qui ont pensé l'égalité. Et inversement, dans toutes ces branches, vous trouverez aussi des hommes qui étaient très conservateurs. Alors, conservateur n'est pas le bon mot parce que c'est anachronique, mais disons en tout cas avec une vision extrêmement patriarcale de la société. Alors, je vous donne juste deux exemples. Du côté de la vision patriarcale de la société, nous sommes chez les libéraux ici. Alors, ce sont certainement des messieurs que vous ne connaissez pas, parce que je ne sais pas qui a fait de l'économie dans la salle, mais il faut vraiment en avoir fait pour pouvoir les connaître. Mais Alfred Marshall et Stanley Jevons, qui sont des économistes de la fin du 19e, ont une vision tout à fait patriarcale de la société. Ils sont pourtant libéraux, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'État ne doit pas intervenir parce qu'il distord le fonctionnement du marché. Le marché doit être dérégulé. Alors, c'est encore un mot anachronique, mais en tout cas, le marché doit fonctionner seul, parce que s'il fonctionne seul, alors l'équilibre sera atteint. Mais pourtant, par exemple, Stanley Jevons va trouver qu'il est normal que l'État légifère pour empêcher le travail des femmes dans les mines, de nuit, dans certaines usines, parce qu'il trouve que c'est pas adapté, notamment aux femmes qui ont des jeunes enfants. Il trouve que c'est aux femmes d'élever leurs jeunes enfants. Il se dresse contre l'idée de crèche, puisqu'il pense que c'est à la mère d'élever son propre enfant, et il met en avant le droit des enfants à être nourris au sein, devant le droit des femmes à être autonomes et à travailler en ayant leurs propres ressources. Donc vous voyez, bien qu'il soit très libéral, il n'est pas libéral sur tous les plans. Je mentionne juste qu'il était pour le droit de vote des femmes néanmoins. Du côté des institutionnalistes, je ne vais pas développer cette école de pensée, mais c'est une pensée plutôt anticapitaliste.
John Commons, qui est un économiste américain du début du XXe siècle, lui aussi a une vision plutôt patriarcale de la société. Il trouve que lorsque les femmes travaillent, eh bien, elles font le jeu du capitaliste parce qu'elles tirent les salaires vers le bas et qu'elles sont mieux à la maison à s'occuper des enfants. Donc, vous voyez, c'est une vision d'ailleurs qui a été très longtemps portée par les syndicats dans l'industrie, hein, cette idée que les femmes sont une forme de travail déloyal pour les hommes parce que du coup elles sont payées moins cher et que du coup ça baisse les salaires. Donc vous voyez une pensée très patriarcale d'un côté. Et de l'autre, il y a aussi, comme je vous le disais, une pensée féministe chez les socialistes. Friedrich Engels, hein, donc le compagnon de Karl Marx, qui a écrit notamment un livre sur l'histoire de la famille, dans lequel il explique que le patriarcat et le capitalisme vont main dans la main, et que le patriarcat, via le mariage, permet la transmission du capital au sein des mêmes familles, et que les femmes sont oppressées dans le cadre de ce patriarcat, et que, évidemment, ça c'est directement associé avec le capitalisme qu'il dénonce. Mais chez les libéraux aussi, il y a des féministes. John Stuart Mill, dont je parlais tout à l'heure, au tout début de la conférence, est un philosophe économiste très brillant du XIXe siècle, qui a écrit un essai majeur qui s'appelle « L'assujettissement des femmes », qui a eu un énorme retentissement en Europe. Et dans cet ouvrage, en bon libéral, il fait le pari que le libéralisme produira l'égalité et il met les détracteurs des droits des femmes au défi en leur disant il n'y a aucune raison de croire qu'elles sont moins capables ou qu'elles sont moins utiles que les hommes, moins aptes, laissez-les faire et le libéralisme vous donnera tort. Mais si vous avez raison, il n'y a pas de raison de les en empêcher. Son pari, c'est de dire, n'empêchons pas les femmes de s'instruire, laissons-les s'instruire. Moi, je vous dis qu'elles seront l'égale des hommes. Vous pensez qu'elles ne sont pas capables. Mais si elles ne sont pas capables, eh bien, elles resteront à la maison. Donc, vous aurez le résultat que vous voulez. Donc, d'une certaine façon, il va au bout de l'argument libéral, ce qui est assez intéressant, et essaye de penser l'égalité dans cette dimension libérale. Alors, je mentionne ici, parce que je ne le rementionnerai pas, hein, que John Stuart Mill était le compagnon de Harriet Taylor, une grande féministe aussi. Alors, est-ce qu'il est féministe parce qu'il a été compagnon d'Harriet Taylor ou est-ce qu'il a été compagnon d'Harriet Taylor parce qu'elle était féministe? Voilà, je pense que c'est un peu des deux, mais c'est un personnage tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Alors, je voudrais juste mentionner un dernier personnage intéressant, Veblen, qui se situe au tournant du 19e et du 20e siècle, qui lui est un grand féministe, qui va, dans sa critique du capitalisme, mettre en avant le fait que l'oppression des femmes est un moteur. Pourquoi ? Parce que chez Veblen, la raison pour laquelle nous consommons, contrairement à ce que disent les libéraux, ça n'est pas pour subvenir à des besoins, mais c'est parce que nous voulons nous situer dans l'échelle sociale. Je consomme un bien parce que je le veux, parce que mon voisin l'a. Et je m'achète une belle voiture parce que quand j'achète cette belle voiture, je montre qui je suis dans la société. Et c'est pourquoi, en fait, c'est une course à la consommation qui est sans fin, puisque je veux toujours, je ne suis jamais satisfait. C'est en tout cas la perspective que propose Veblen. Et dans cette théorie, il avance l'idée que alors nous sommes au tournant du 19e et du 20e, donc fin 19e. Et donc Veblen nous dit, permettre un homme qui peut se permettre d'avoir sa femme au foyer, c'est de ne pas obliger sa femme à travailler, est un bourgeois. Et donc c'est un signe extérieur de richesse d'avoir sa femme qui reste à la maison. Et donc, il le montre bien, vous voyez, il utilise cette idée de consommation ostentatoire en disant c'est une consommation ostentatoire, c'est un bien de luxe et que, bien sûr, ça vous place dans l'échelle sociale, ça vous distingue de la classe laborieuse. Et il montre, je vous donne cet exemple de la robe, parce qu'il a une théorie de la robe dans laquelle il dit les robes des femmes sont faites pour entraver les mouvements des femmes et elles sont l'exemple même d'une consommation ostentatoire, puisqu'elles doivent être changées plusieurs fois par jour. C'est un signe de la bourgeoisie, d'avoir des épouses qui se changent, avec des étoffes extrêmement fines, et donc qui montrent la richesse du foyer. Et donc voilà, il montre bien dans son analyse que l'oppression des femmes est complètement imbriquée dans ce mode de consommation et donc dans ce capitalisme sans fin. En tout cas, c'est un personnage tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Alors, je voudrais maintenant revenir un peu juste sur cette discipline.
je ne vous ai parlé que d'hommes jusqu'à présent, et je vous ai dit, la science économique est une science qui a été créée par des hommes pour être au service d'une société dirigée par des hommes. Alors, je cite cette revue que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, mais dans ce numéro spécial de Sciences humaines, il y avait donc les 100 penseurs de l'économie, et quand on regardait le volume, il n'y avait que 4 femmes. Donc Rosa Luxembourg, John Robinson, Elinor Ostrom, Esther Duflo. Donc les 2 dernières sont les 2 seules femmes qui ont eu le prix Nobel d'économie. Les 2 premières ne l'ont pas eu. Et donc on se dit quand même 2 sur 100, c'est pas beaucoup quand même. Ok, c'est vrai, il y a plus d'hommes que de femmes, c'est vrai, pour toutes les raisons que j'ai dites. Hein. Elles n'étaient pas instruites, elles n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur, effectivement. En sciences, il y avait moins de femmes. Mais 4%, ça fait pas beaucoup quand même. Alors, en fait, quand on regarde un peu plus dans le détail, il y a des pays, en particulier les États-Unis, qui ont fait un vrai travail d'archives et de mise en lumière des femmes qui ont contribué à la production de la discipline en économie depuis le XVIIIe siècle. Et il y en a eu beaucoup, en fait. En France, ça n'a pas été fait, ce travail-là, ou très peu. Et donc, dans le livre, j'essaye un peu de combler, alors à petite échelle, hein, ce manque. Et je mets la lumière sur 3 femmes qui pourraient être qualifiées d'économistes, mais qui ne sont jamais présentées comme telles. Alors, je vais vous les présenter rapidement. Peut-être en avez-vous entendu parler ou pas. Tout d'abord, Flora Tristan, qui est un personnage très intéressant du début du XIXe siècle, qui va parler de tout un ensemble de sujets. Et en particulier, elle écrira un ouvrage, L'Union ouvrière, dans lequel elle va développer l'idée que la condition ouvrière ne pourra s'améliorer que par une internationale ouvrière. Bien avant Marx et Engels, c'est elle qui dit que la condition ouvrière doit être pensée à l'international. Et elle y ajoute quelque chose que Marx et Engels laissent un peu de côté. Ça ne pourra pas se faire sans les ouvrières. Et donc, c'est femmes et hommes de cette classe qui doivent se lever pour améliorer leurs conditions de vie, de travail. Donc, elle a une approche tout à fait intéressante. Elle se situe dans un mouvement de pensée qui sont les socialistes utopistes. Elle n'est pas citée dans le manifeste du Parti communiste, bien que Marx et Engels aient connaissance de ses travaux. Alors, l'argument avancé, c'est qu'elle avait un petit côté un peu mystique. Disons que les socialistes utopiques, souvent, réutilisaient la figure du Christ comme une figure de solidarité. Vous voyez, ce n'était pas dans une optique religieuse, mais de solidarité. Ça ne plaisait pas du tout, évidemment, à Marx. Donc, ce serait la raison pour laquelle elle n'est pas citée. On peut aussi se dire, peut-être, citer une femme. Bon. La deuxième, c'est Julie Daubié. Alors, Julie Daubié, c'est un personnage qui est très connu des historiens et des historiennes parce que c'est la première femme à passer le baccalauréat en France, 1861. Elle l'obtient, elle a dû batailler pour passer ce baccalauréat, puisque rien dans la loi ne dit qu'elle n'a pas le droit de le faire, mais tout l'en empêche. Mais comme ce n'est pas écrit dans la loi, eh bien, elle arrive à ouvrir les portes petit à petit, à passer ce fichu baccalauréat. Et elle va ouvrir la porte à nous, en fait, mesdames, parce que c'est elle qui ouvrira la possibilité aux femmes de s'instruire, de passer ce diplôme, puis de faire des études supérieures. Elle écrit plusieurs articles qui seront regroupés dans un ouvrage qui s'appelle La femme pauvre. Elle dialogue beaucoup avec les économistes de son temps. Elle écrit dans le journal des économistes. C'est donc une économiste reconnue de son temps. Et dans cet ouvrage, elle montre les mécanismes comme le fait que les femmes ne sont pas instruites, du coup, elles n'ont pas bénéficié de l'industrialisation comme les hommes ont pu en bénéficier. Elles n'ont pas pu tirer des gains en matière de niveau de vie de ce point de vue-là. Elle montre aussi que les crises économiques, qui sont très nombreuses au XIXe siècle et très violentes, affectent beaucoup plus l'emploi des femmes que l'emploi des hommes. Donc elle montre tout un ensemble de mécanismes économiques. Et pourtant, aujourd'hui, on ne la reconnaît que pas seulement, c'est pas si mal, hein, mais on la reconnaît comme la première femme à avoir passé le baccalauréat. Mais c'est aussi une femme qui a contribué à la pensée économique. Et puis la dernière, Clémence Royer, elle aussi est connue, mais elle est connue pour avoir été la traductrice de Darwin. C'est pareil, c'est une femme qui s'est instruite seule, qui est une passionnée de science et qui a une idée d'une science globale, d'une science totale, dans laquelle tous les champs scientifiques pourraient être réunis. Voilà, c'est un personnage tout à fait intéressant. Et elle a écrit cet ouvrage, La théorie de l'impôt et de la dîme sociale, pour lequel elle va gagner un prix ex aequo avec Proudhon et devant Léon Walras. Donc Léon Walras, l'économiste dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, on peut considérer que c'est une économiste de son temps.
Et juste un mot sur sa pensée dans ce traité. Elle mettra en avant l'idée d'un impôt moderne, personnel, progressif, l'impôt sur le revenu que nous avons aujourd'hui. Donc voilà ces 3 personnages que je propose de requalifier d'économistes dans une optique de mise en visibilité de femmes qui ont participé et contribué au débat économique de leur temps, au même titre que les messieurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, je regarde vite le temps parce que ça défile. Juste pourquoi la critique féministe est utile à l'économie, je ne vais pas trop développer parce que je vous l'ai dit et je pense que c'est assez clair. Débusquer les biais de valeur, puisqu'on va les montrer, on va montrer qu'il y a des biais qui sont contraires à la démarche scientifique. Affirmer une posture normative, c'est-à-dire dire la société dans laquelle nous voulons vivre, d'un point de vue féministe, c'est une société qui porte l'égalité des sexes dans ses multiples dimensions, parce que l'égalité des sexes, elle draine avec elle toute la lutte contre toute forme de discrimination. Et puis, et bien sûr, élargir les questions posées, c'est-à-dire que l'économie féministe a apporté le fait de s'intéresser à des champs qui étaient jusque-là en friche ou pensés avec beaucoup de biais conservateurs. Donc, c'est donc une ouverture qui a vraiment permis de développer l'économie et son caractère scientifique. Alors, maintenant, pourquoi le féminisme a besoin de l'économie? Donc là, on va peut-être revenir sur des choses plus actuelles. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre comment ces mécanismes inégalitaires fonctionnent, comment ils se reproduisent. Il faut mesurer les discriminations, les inégalités. Si vous ne les mesurez pas, vous ne pouvez pas être force de proposition parce que les vents contraires sont très forts, parce que la résistance est très forte. Les 2 exemples qui nous ont été donnés au début de la conférence le montrent. Il y a de la résistance. L'égalité n'est pas un chemin parfaitement tracé et facile, parce que ça se saurait, l'histoire nous dit le contraire. L'égalité, ça doit aller se chercher, et l'égalité, ça fait des perdants. Je pense qu'il faut le dire. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas tous collectivement, et tous et toutes à y gagner. La société en sera bien sûr grandie, mais les résistances viennent du fait que certains ou certaines ne veulent pas ce chemin parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont perdre un peu de pouvoir. Oui, c'est vrai, si on favorise l'accès des femmes aux postes de responsabilité et de pouvoir, c'est autant d'hommes qui n'y auront pas accès. Donc effectivement, il va y avoir un peu des perdants, c'est certain. Après, évidemment, certains hommes ne cherchent pas forcément ces lieux de pouvoir non plus. Donc on peut considérer que c'est gagnant de ce point de vue-là. Mais les résistances nous montrent bien que cet objectif d'égalité n'est pas consensuel, y compris dans la société d'aujourd'hui. Et donc mesurer, montrer, évaluer les dispositifs que l'on met en place dans leur capacité à atteindre les objectifs. Lorsqu'on fait un congé parental, est-ce qu'il produit vraiment l'égalité dans le foyer? Est-ce qu'il incite au partage des tâches? Lorsqu'on a un système d'impôt sur le revenu de cette façon, est-ce qu'il est porteur d'égalité, etc., etc. Tout autant de questions pour lesquelles l'économie a des outils pour apporter des réponses. Donc, c'est pour ça que les féminismes ont beaucoup à attendre de cette discipline. Et il y a beaucoup à espérer en matière de production de savoir pour essayer d'alimenter le débat public et de promouvoir l'égalité. Voilà, j'essaye d'avancer un peu, ça je vous l'ai dit. Donc, il y a un point moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est cette question de la façon dont les politiques publiques sont pensées, donc ce qu'on peut appeler l'état social, c'est-à-dire les politiques sociales, familiales, fiscales, telles qu'elles ont été mises en place, et d'essayer de voir dans quelle mesure elles portent ou pas l'égalité. Et ce modèle que j'appelle Monsieur Gagnetin et Madame Gagnette, c'est le modèle dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire que à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ces politiques publiques, elles encourageaient les femmes à rester au foyer. C'était ce qu'on appelait le modèle de Monsieur Gagne-pain et Madame au foyer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense que beaucoup, vous pouvez le constater, les femmes travaillent aujourd'hui. Les taux d'activité des femmes sont très élevés. Et très important, en tout cas dans un pays comme la France. Mais nous sommes loin de l'égalité professionnelle, très loin, en matière de salaire, en matière de ségrégation professionnelle, en matière d'accès aux postes à responsabilité, en matière de reconnaissance, etc. etc. C'est pourquoi je parle de Madame Gagnette. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que toutes les femmes sont pauvres, pas du tout, mais juste de dire qu'elles n'ont pas accès aux mêmes revenus et aux mêmes sources d'émancipation par le marché du travail. Et c'est en partie du fait des politiques publiques. Alors, juste pour revenir sur ce modèle de M. Gagnepain,
Et puis je vais aller assez vite, mais si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le modèle que l'on souhaitait promouvoir, c'était le modèle de madame qui reste au foyer, qui élève des enfants, le plus possible, parce qu'on est dans une vision très nataliste, et monsieur qui va travailler. Alors, vous voyez, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur Veblen, où Veblen nous disait une femme au foyer, c'est un bien de luxe, ou c'est une consommation ostentatoire pour monsieur, et ben c'était vrai jusqu'à l'état social, c'était vrai, parce que pour la plupart des gens, on ne pouvait pas avoir qu'un seul salaire, c'était pas soutenable. Qu'est-ce qui a rendu ça soutenable? Les politiques publiques. C'est les politiques d'allocation familiale. Je vous en cite une seule parce qu'on n'a pas le temps, mais je pourrais en citer d'autres. L'allocation de salaire unique, mise en place dans les années 30 et qui est renouvelée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Allocation salaire unique, une allocation qui est versée aux couples dans lesquels il n'y a qu'un seul salaire. Donc une allocation qui vient compenser le fait que madame ne travaille pas. Cette allocation, elle est familiale, elle n'est pas pour madame. C'est une allocation qui est juste versée pour le foyer et compenser cette organisation que l'on souhaite voir se développer. Vous voyez, l'idée, c'est le référentiel, c'est comme ça que les gens doivent s'organiser, c'est ça qui était pensé comme une société bonne et comme une organisation familiale à la fois efficace et à la fois souhaitable. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les femmes se sont conformées à ce modèle-là, mais c'était celui-là qui était porté par les politiques publiques. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'au cours du XXe siècle, les années 60-70, il y a eu un besoin de main-d'œuvre très important. D'une certaine façon, les objectifs du capitalisme ont été un peu convergents avec ceux des revendications féministes, c'est-à-dire l'envie de travailler, d'être émancipé, d'avoir accès à un salaire, un travail, une carrière. Et donc, les verrous ont peu à peu été supprimés. Les politiques publiques ont été réformées. Cette allocation salaire unique est devenue, dans les années 70, les allocations familiales telles que nous les connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'exigent pas le retrait d'activité des mères, c'est-à-dire une allocation qui est versée pour l'enfant et pas pour l'inactivité de la mère. Mais pour autant, cette réforme ou cette métamorphose, elle est restée incomplète. Il y a des choses très positives qui ont été mises en place, je pense notamment au développement des crèches, l'école maternelle, qui en France est un atout incontestable de nos politiques éducatives et qui permettent de socialiser le coût de l'enfant et en particulier permettre aux femmes de travailler. Mais il reste tout un ensemble de politiques publiques qui n'ont pas été réformées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça dépend un peu de votre intérêt. Si vous avez un intérêt pour ça, je serais ravie de développer. Mais par exemple, le quotient conjugal, qui est la façon dont nous imposons les couples mariés et pacsés aujourd'hui, est un dispositif extrêmement coûteux, qui n'est pas favorable à l'activité des femmes et dont, disons, les recettes fiscales dont on pourrait en tirer en le réformant pourraient permettre de financer des choses qui seraient beaucoup plus intéressantes en matière d'égalité, d'égalité sociale et d'égalité des sexes. Je ne développe pas et vous n'hésiterez pas à me poser des questions si ça vous intéresse. Et donc, pourquoi tant de persistance des inégalités professionnelles aujourd'hui dans un pays comme la France ? Mais c'est vrai dans tous les pays à haut revenu et démocratiques. Eh bien, un point clé, c'est l'inégal partage des tâches domestiques et familiales dans les couples. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est la principale raison aujourd'hui. Ce n'est pas la question de l'éducation. Aujourd'hui, les femmes sont en moyenne plus éduquées que les hommes, mais c'est vraiment une question d'organisation collective autour de la famille. Et donc là, il y a tout un ensemble de travaux produits par les économistes qui mesurent ce qu'on appelle la... Alors vous avez trouvé ça horrible, c'est un terme très économiste, la pénalité due aux enfants, c'est-à-dire la pénalité de revenus d'activité qui pèse sur les femmes au moment où elles ont un enfant, alors que les revenus des hommes, au moment où ils ont un enfant, ils ne bougent pas, voire dans certains pays, ils augmentent. Et donc ça crée évidemment beaucoup d'inégalités professionnelles et ça explique une grosse partie de ces inégalités que l'on observe et de cette persistance. Je ne développe pas, mais évidemment, le fait qu'on ait développé le temps partiel, qui s'est concentré sur les femmes, qu'on ait une ségrégation des métiers encore très importante. Or, il se trouve que les métiers dans lesquels les femmes sont très représentées sont moins rémunérés que les métiers dans lesquels les hommes sont très représentés. La crise du Covid nous l'a bien montré. Et puis, bien sûr, ce plafond de verre et cette discrimination qui est encore important en France, même si ça s'est beaucoup réduit depuis quelques décennies.
Voilà, donc il y a tout un ensemble de savoirs à produire. Hein. Alors ça, c'est pas la seule. Je dirais, après, il faut faire les choses, mais en tout cas, du côté de mon champ professionnel, qui est celui de la sphère académique, eh bien, on doit produire des documents qui permettent d'alimenter le débat public, de mesurer les discriminations, d'évaluer les politiques publiques. Et donc, il y a tout un ensemble de travaux qui sont menés et qui doivent guider les décisions qui sont prises ensuite dans l'espace public. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste, parce que je n'ai pas regardé l'heure, peut-être 5-10 minutes. Je voudrais juste terminer, peut-être pour vous dire quelque chose autour de la question néolibérale. Dans le livre, j'essaye de traiter ce point dans la dernière partie du livre, juste parce que, d'abord, ce mot néolibéralisme, vous l'avez sans doute vu, est très souvent brandi, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, quand on dit néolibéral, on sait que c'est pas bien, mais qu'est-ce que c'est exactement? On ne sait pas forcément ce que ça recouvre. Donc, dans le livre, j'essaye de faire un effort un peu construit pour définir ce que c'est, sachant qu'il y a bien sûr beaucoup de travaux qui ont produit des connaissances sur l'histoire du néolibéralisme, qui est d'ailleurs multiple, qui n'est pas du tout unique. Donc moi, je donne une définition et une branche du néolibéralisme, juste pour vous montrer en quoi il est clair la question aujourd'hui de l'égalité, en tout cas ce à quoi, à mon avis, il faut faire attention. Le néolibéralisme tel que l'ont produit certains économistes, ici je vous ai mis en photo Milton Friedman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un économiste qui a reçu le prix Nobel et qui est pour le coup libéral, et moi je le qualifie de néolibéral. Ce qui n'est pas le cas de tous les libéraux. Pourquoi ? Parce qu'il fait de la concurrence par le marché une fin en soi, c'est-à-dire que c'est ça l'objectif que nous devons atteindre, et donc tout doit tourner autour de cet objectif-là. Attention, néolibéralisme, ça peut très bien aller de pair avec conservatisme. Vous voyez ici, par exemple, je l'ai mis à côté de Augusto Pinochet, puisque Milton Friedman a conseillé, il n'a pas été le conseiller, mais il a conseillé par quelques lettres le général Pinochet, hein, donc dictateur du Chili, qui a conduit à des réformes extrêmement brutales dans les années 70 au Chili, qui a été une forme d'expérimentation néolibérale dont le Chili paye encore le prix aujourd'hui. Donc vous voyez, là, on a vraiment une forme d'économistes qui ont contribué à cette idéologie qu'est le néolibéralisme dans certains pays. Juste, peut-être vous avez vu la série The Crown, ou peut-être pas. Bon, si vous l'avez vu, il y a des passages très intéressants où on voit cette articulation entre conservatisme et néolibéralisme, notamment entre Margaret Thatcher et Elisabeth II. Il y a ce moment très fort où Margaret Thatcher vient voir Elisabeth II. Donc vous êtes quand même dans le temple des privilèges, hein, Buckingham Palace. Elisabeth II et représente les privilèges de l'aristocratie. Elle représente la rente et elle défend le peuple anglais contre les réformes qu'elle juge extrêmement sévères mises en place par Thatcher, où elle défend l'ouvrier anglais. Donc elle paraît presque socialiste. Et Margaret Thatcher en face est la néolibérale qui lui dit mais le marché doit permettre à chacun et chacune de trouver sa chance. Elle lui répond, Elisabeth II lui répond, mais si les individus n'ont pas tous la même aptitude? Et là, Margaret Thatcher lui répond, eh bien c'est la différence entre vous et moi. Je pense que chacune a la même aptitude de faire valoir ses qualités sur le marché, et vous non. C'est très intéressant parce que vous voyez que c'est pas si simple, et que d'un côté vous avez une forme de conservatisme social, et de l'autre un néolibéralisme très individualiste. Donc juste cette question de l'articulation entre conservatisme et néolibéralisme est très complexe. Alors aujourd'hui, on a quand même un peu tourné la page. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, il a compris les critiques qui lui étaient adressées, en particulier le fait qu'il mettait de côté les questions de la discrimination, les discriminations de toute forme. Et aujourd'hui, le discours que nous entendons, mais peut-être que vous prêterez attention à cette petite musique, c'est ce que j'ai appelé le nouvel esprit du néolibéralisme, c'est-à-dire l'idée d'inclure le fait qu'il y a des discriminations, mais que ces discriminations sont coûteuses, et qu'à ce titre, nous devons lutter contre ces discriminations, que les inégalités sont coûteuses, et que donc, en luttant contre ces discriminations ou ces inégalités, nous allons être plus efficaces. C'est un discours qui est très souvent perçu comme très positif, qu'il est en partie, hein. C'est mieux de parler des discriminations que de ne pas en parler, c'est sûr. Mais la façon dont on en parle peut être un petit peu contre-productive en matière d'égalité. Pourquoi ? Parce que si vous faites de l'égalité
des sexes et de la lutte contre les discriminations un instrument au service de l'efficacité du marché, alors vous restez dans une doctrine néolibérale, puisque vous ne faites pas de la lutte contre les discriminations une fin en soi, un principe de justice de base, vous en faites un instrument au service d'autre chose. Or, il est tout à fait possible que les discriminations, parfois, ne soient pas coûteuses, voire parfois rapportent. Dans ce cas, que fait-on ? Vous voyez, si vous utilisez cet argument, vous ne pouvez pas ensuite refermer la boîte en disant « Ah, mais ça ne marche que si les discriminations sont coûteuses ». Au moins, j'attire juste l'attention sur le fait que cet argument ne me convainc pas. On l'a beaucoup entendu pendant la crise de 2008 et on l'a beaucoup entendu pendant la crise Covid. Par exemple, les pays dirigés par des femmes sont des pays dans lesquels la crise a été mieux gérée. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont dirigés par des femmes, parce qu'ils ont des mécanismes institutionnels plus ouverts et qu'ils sont de fait mieux équipés pour gérer des crises. Mais essentialiser le rôle des femmes n'est pas porteur d'égalité, et faire de l'égalité un instrument d'efficacité ne va pas conduire, en tout cas à mon sens, ne va pas produire l'égalité. Voilà. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il faut faire un petit peu attention parce que nous sommes aussi dans un monde où les conservatismes ont repris de la force. Ça ne vous a pas échappé. Il y a beaucoup de pays dans le monde, et y compris au sein de l'Union européenne, qui sont revenus sur un certain nombre de droits, en particulier le droit à l'avortement. C'est vrai des États-Unis, mais c'est vrai aussi en Pologne, en Hongrie. Et donc la résistance est extrêmement forte. La résistance dont je parlais tout à l'heure, elle est extrêmement forte. Et donc il faut tenir entre ces deux chemins, il y a certainement une ligne de crête que nous devons emprunter pour essayer de construire ce monde dans lequel chacune aura sa place et où les discriminations seront derrière nous. Voilà, je ne vais pas développer cette slide parce que je vous en ai déjà un peu parlé et on peut revenir dessus. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en France ? On pourrait réformer l'imposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, le quotient conjugal, pour dégager des ressources et créer un congé parental très égalitaire et avoir un système d'accueil de la petite enfance très bien étendu sur le territoire. Et il y a tout un ensemble de choses que l'on pourrait faire pour avoir une approche un peu systémique qui nous permettrait d'avancer en matière d'égalité. Mais bien sûr, c'est surtout les pans de la société qu'il faudrait jouer. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est juste une diapo de résumé et je vous remercie infiniment de votre attention. J'ai le micro pour les questions. Merci. Alors, je vais essayer d'être claire. J'ai l'impression que... alors, j'y connais rien en économie, hein, et merci pour tout ce que vous avez expliqué. J'ai l'impression que le féminisme, même si ça a apporté quelque chose à la société, et en l'occurrence aux femmes, et je ne suis pas anti-féministe du tout, hein, mais il reste un problème, c'est, je vais le dire très simplement, qui s'occupe vraiment des enfants. Et s'occuper des enfants, ça peut pas rentrer dans une histoire d'économie, ça peut pas, comment dire, c'est pas utilitariste. On peut pas être tout le temps dans l'utilitarisme en économie. Est-ce qu'il y a une branche de l'économie qui est une économie, je sais pas, humaniste ? Est-ce que cette histoire de bien-être et de respect des uns des autres, j'en sais rien, de paix sur Terre, etc. Est-ce que c'est pensé un peu par les économistes ? Voilà, c'est un peu ma question. Bah oui, quand même. Non, mais je pense qu'il ne faut pas... J'ai essayé de vous dire un peu à gros traits, les économistes sont des gens comme les autres, qui sont humains. Non, mais après, quand on est dans son travail scientifique, on morcelle les questions, parfois. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, peut-être à tort, peut-être trop. Par contre, l'économie du bien-être, en tout cas la question du bien-être est une grande question en économie. Alors pas toujours bien traitée, c'est pas forcément comme ça qu'on voudrait le traiter, mais il y a beaucoup de réflexions sur le bien-être des individus, sur évidemment l'interaction entre les individus, etc. Donc je vais pas trop développer ce point-là, mais bien sûr que l'économie est une science qui s'intéresse aux relations humaines et au bien-être des individus. Et qu'en ligne de mire, il y a l'idée d'une société qui fonctionne en harmonie
Et il y a d'ailleurs beaucoup d'économistes qui sont aux franges de la philosophie, et de la philosophie morale et de l'économie. Je pense notamment à Amartya Sen, par exemple, John Rawls, qui sont des personnes qui ont essayé de penser les principes de justice, ou comment est-ce qu'on peut construire un commun ensemble. Je pense Elinor Ostrom, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la première femme à avoir reçu le prix Nobel, a beaucoup travaillé sur cette idée de commun qui sont la façon dont des communautés locales s'organisent pour utiliser des ressources, donc dans une optique aussi de soutenabilité, parce qu'il y a aussi toutes ces questions dont je n'ai pas du tout parlé, mais la question écologique et de soutenabilité de nos organisations économiques. Sur la question des enfants, non mais bien sûr, mais le point que vous soulevez est très important, c'est-à-dire que la société dans laquelle nous vivons, elle a été construite, ou les carrières telles qu'elles sont construites aujourd'hui, elles ont été pensées à un moment, au début, donc au milieu du XXe siècle, où monsieur travaillait, madame plutôt restait à la maison. Ces carrières, fallait être au bureau très longtemps, il fallait être présent, parce qu'à la maison, il y avait le second parent, en tout cas la mère, qui était là pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, il y a un problème de coordination. Et même si vous créez des crèches, et je suis d'accord avec vous, même si vous créez des crèches qui accueillent des enfants de 7h du matin à 8h du soir, les gens n'ont pas des enfants pour mettre l'enfant à la crèche de 7h du matin à 8h du soir. C'est pour ça qu'il faut repenser le partage dans la famille. C'est-à-dire qu'il faut que ces enfants, ils soient un peu avec leur papa, un peu avec leur maman, enfin un peu avec leurs parents 1, parents 2, enfin comme toute forme d'organisation familiale et toute forme de couple. Mais vous voyez, c'est ça la question qu'on doit poser. Le problème aujourd'hui, c'est que la décision de se retirer du marché du travail aujourd'hui pour s'occuper des enfants, c'est essentiellement les femmes qui les prennent. Le problème n'est pas que ce soit un choix individuel. Bien sûr que c'est légitime, quand on a des enfants, on veut un peu mettre de côté sa carrière, passer du temps avec eux. Le problème, c'est qu'il n'y a que les femmes qui s'organisent comme ça. Et là, ça devient une question sociale. Parce que là, ce qui se passe, c'est que ça crée de la discrimination pour toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants, parce qu'il y en a, et on a le droit de ne pas vouloir d'enfants, et toutes les femmes qui ont des enfants, mais qui veulent une carrière extrêmement dynamique et dont le conjoint est prêt à s'investir. Pourquoi ? Parce que ça crée un effet de réputation des femmes sur le marché du travail qui est quand même, le plus souvent, elle va me demander son mercredi. Ah bah oui, elle va me demander de partir à 18h. Ah bah oui, donc je ne vais pas l'embaucher. Ou donc je ne vais pas la promouvoir. Et ça, c'est une question sociale. Là, on n'est plus dans le choix de l'individu. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire une société dans laquelle c'est dégenré, donc c'est pas uniquement les femmes qui prennent ces décisions, mais où les parents, quels qu'ils soient, peuvent avoir du temps avec leurs enfants et peuvent articuler leur temps de vie. Là, pour l'instant, on permet d'articuler les temps de vie. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, il n'y a pas de congés parentaux, il n'y a pas de congés maternité. Donc déjà, on n'est pas si mal. Mais ça reste essentiellement sur les épaules des femmes. Et du coup, ça ne peut pas produire l'égalité professionnelle. Bonsoir. Donc, je voudrais pousser le raisonnement à l'extrême par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Est-ce que l'avenir de la femme ou du féminisme serait à ce moment-là de développer des utérus artificiels avec, vous voyez ce que je veux dire, hein. Évidemment que, bon, je cherche un petit peu à choquer là, mais en réalité, on reste quand même dépendante, on va dire, de cette biologie qui fait que, voilà. La femme, c'est elle qui porte l'enfant, c'est la maternité, enfin voilà. Parce que là, on est en train de parler, en fait, après. Oui, mais en fait... Après la naissance, on va dire. Bon. Alors, 2 éléments de réponse. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, enfin, disons que je ne serais pas assez compétente pour répondre, et c'est très genré ce que je dis, parce que je pourrais très bien dire que je suis tout à fait compétente. Non, je voudrais juste vous signaler un texte qui date du début des années 80, qui est écrit par une philosophe qui s'appelle Donna Haraway, qui est très intéressant, qui s'appelle le Manifeste Cyborg, dans lequel elle fait une expérience de pensée philosophique où elle dit « Et si l'humanité » puisqu'elle parle de la transformation des corps, mais on le voit dans la médecine, hein, les corps sont transformés, et même dans la procréation. On fait des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles il y a encore 20 ou 30 ans. Et donc, elle parle d'un univers dans lequel il y aurait des cyborgs. Est-ce que ce serait l'avenir porteur d'égalité ? Je ne vais pas ouvrir cette boîte-là, parce que c'est une boîte extrêmement complexe. Mais je voulais en ouvrir une autre, et du coup, j'ai perdu la deuxième partie de votre question, mais... voilà, non, mais ça c'était la question de l'utérus, donc les cyborgs. Voilà, je ne sais plus.
Là, j'avoue que j'ai perdu mon... Oui, non, c'était par rapport à la maternité, parce que oui, pardon. Sheryl Sandberg, par exemple, Sheryl Sandberg propose effectivement le gel des ovocytes pour permettre aux femmes de s'investir, enfin vous en avez certainement entendu parler bien sûr, pour permettre aux femmes de poursuivre des carrières, parce qu'elle dit que finalement, they leave before they leave. C'est-à-dire que dans la tête, elles ont l'idée qu'à un moment donné, de toute façon, elles vont faire une pause, une parenthèse dans leur carrière. Et donc elles ne peuvent pas s'investir au même titre que les hommes. Alors, sur cette question-là, j'ai une étude de cas avec les étudiants de master à Sciences Po là-dessus, donc je vois bien, c'est une politique de couverture du coût de la congélation des ovocytes, en fait, parce qu'aux États-Unis, c'est permis, en France, c'est permis depuis peu. Peut-être 2 points là-dessus. Alors d'abord, elle se situe dans un féminisme libéral, c'est-à-dire quand on veut, on peut. Je caricature, mais c'est un peu ça. Elle a écrit un livre qui s'appelle Lean In, dans lequel elle dit bon, c'est juste que les femmes, elles ne demandent pas. Si elles demandaient un peu plus ou un peu plus fort, ça marcherait mieux pour elles. Je caricature parce qu'elle a des choses plus intéressantes dans ce qu'elle dit. Mais c'est un féminisme très individualiste, qui est au sens où il suffit, dans l'espace tel qu'il est, il suffit de se porter à hauteur des hommes pour l'avoir. Ça passe un peu à côté de la question sociale dont je parlais tout à l'heure. C'est pas complètement faux, mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a une question, y compris les femmes qui sont très investies comme ça, elles vont rencontrer beaucoup plus de difficultés que les hommes. Alors, maintenant, quand vous dites c'est quand même les femmes qui portent les enfants, c'est vrai, mais le problème, quand on regarde les statistiques, pour le coup, c'est pas tant avoir l'enfant que tout l'après. Alors après, vous pouvez me dire, on peut vouloir allaiter son enfant. Bon, les pays nordiques, ils ont des congés allaitement, et puis on peut faire allaiter son enfant, on peut tirer son lait au bureau. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est qu'on crée un environnement dans lequel ce soit possible, plein de choses soient possibles. Je pense que c'est pas utile d'obliger les femmes à allaiter, c'est pas utile de les empêcher. En même temps, les hommes ont aussi besoin de prendre une place quand l'enfant est là. Donc il y a des pays dans lesquels ça se fait très bien, et il y a certains pays où les hommes prennent beaucoup plus de place que chez nous. Pas à égalité, jamais, mais quasi. Les lieux où ça a pu être fait, par exemple, je pense à l'Islande, c'est des endroits où les congés parentaux, par exemple, il n'y a pas congé paternité-maternité, il y a 3 mois par parent et 3 mois à partager. 3 mois par parent, le père, il prend ces 3 mois, et il s'en sort, et les bébés sont là, ils s'en sortent très bien. Donc, après, il y a aussi, du coup, quelque chose qui se met en place. Donc, j'entends ce que vous dites sur l'argument biologique, mais les différences de systèmes institutionnels dans le monde nous montrent que, en fait, ça n'est qu'une petite partie de l'explication des inégalités sociales, en fait. On va pas se battre. Merci. J'ai une petite question sur un argument. Je souhaiterais avoir votre avis, en tant qu'économiste et experte de droits des femmes, sur un phénomène qui se développe depuis quelques années, qui c'est le smart working, donc, qui a été développé un peu pour l'augmentation de la société connectée et aussi pour les 2 ans de pandémie qui ont porté beaucoup de gens à travailler à la maison. Donc, à votre avis, pour les femmes, je voulais voir au niveau des droits, et si ce phénomène peut être soit d'un côté une symbole d'émancipation, ou alors, au contraire, un piège qui peut se refermer sur les femmes. Quel est votre regard là-dessus ? C'est un peu des deux, mais je serais plutôt prudente, parce que c'est un peu des deux. C'est exactement comme quand on disait l'articulation vie familiale professionnelle, c'est bien pour les femmes. Oui, c'est bien pour les femmes, en fait. Normalement, c'est fait pour les femmes et pour les hommes. Les hommes aussi, ils doivent articuler leur temps. En fait, c'est surtout eux qui doivent articuler leur temps. Donc, ce qu'il ne faut pas dans ces dispositifs, ça a été vrai du temps partiel. Le temps partiel, pourquoi pas ? On s'est dit, c'est super, comme ça les femmes, elles ont des enfants, elles peuvent s'en occuper et elles peuvent avoir une carrière. Le problème, c'est comme il n'y a que les femmes qui sont à temps partiel, ça explique la moitié de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Enfin, 40%. 40% de l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, c'est parce que les femmes travaillent à temps partiel. Donc, pour répondre à votre question, le télétravail, par exemple, ça peut être quelque chose de très positif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment, par exemple, en termes de management de carrière, ça va être fait. Est-ce que vous allez être promu autant ? Est-ce que vous allez être évalué pareil ? C'est pas sûr. Le problème, c'est que si c'est très sexué, c'est-à-dire si ce ne sont que des femmes ou majoritairement des femmes qui télétravaillent, ce qui est le cas, ça peut poser un problème.
Et c'est le cas aussi parce qu'elles occupent des postes qui sont télétravaillables, plus que les hommes. Et les hommes, ils sont dans des postes souvent moins télétravaillables. Quand vous êtes à un poste en usine, vous devez être là. Par contre, quand vous êtes assistante, vous pouvez plus travailler de chez vous. Et donc la ségrégation professionnelle, disons qu'elle renforce l'effet très genré de ce type d'organisation du travail. À ce stade, je ne peux pas vous dire fermement, ça va être contraire à l'égalité. Non, je n'en sais rien. Je dis juste, un dispositif, dès lors qu'il est très sexué, montre que nous n'avons pas résolu le problème de fond. Et le problème de fond, c'est l'organisation de la famille. Voilà. Si l'organisation de la famille est parfaitement négociée, paritaire, égalitaire, ça ne veut pas forcément dire tout le temps dans la journée, ça peut être sur la carrière, des moments, voilà, il faut être souple, il ne s'agit pas d'imposer des choses, mais tant que ça, ce n'est pas réglé, on va peiner à avancer en matière d'égalité professionnelle. Bonjour, merci. Merci pour... je suis là. Bonjour. Merci pour l'approche féministe de vos travaux. Et je pense que ça peut paraître une évidence, mais je trouve que ça ne l'est pas en ce moment. C'est-à-dire que, en gros, il faut chausser les lunettes du genre pour comprendre effectivement les inégalités. Or, on sait bien qu'il y a quand même une idée reçue qui consiste à dire que pour ce qui est du dur, et ça vous avez raison d'insister là-dessus, sur la question du domestique, en gros, oui, il y a plein de gens qui pensent que ça y est, on y est, que quand même, il y a eu beaucoup d'efforts de la part des hommes pour partager les tâches, etc. Or, les faits sont têtus, puisqu'il me semble que c'est encore 10 ou 73% des tâches dites domestiques, c'est-à-dire avec toute la charge mentale, etc., qui incombent aux femmes. Et ça, c'est vraiment le nœud. Enfin, moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas tant effectivement qu'il n'y aura pas des partages pensés à petite échelle ou toute une vie, comme vous le soulignez à l'instant. Or, je ne vois pas que ça avance et je ne vois pas que les politiques qui sont mises en place, et notamment les politiques salariales, et je rejoins la remarque que la dame faisait tout à l'heure par rapport au télétravail. Moi, je suis très inquiète de cet aspect du télétravail. Mais je ne vois pas que les politiques salariales, par exemple, encouragent l'égalité homme-femme en termes de partage de temps de travail et surtout par rapport au salaire. Je vous donne juste une preuve comme ça. Par exemple, dans l'éducation nationale, plutôt que de relever le point d'indice pour chacun et chacune, et je dirais plutôt chacune, parce que dans l'éducation nationale, il y a plus de femmes qui y travaillent que d'hommes, eh bien, on va saupoudrer avec des primes. Or, les primes, on le sait bien, elles profitent à qui ? Eh bien, à ceux, et j'insiste, à ceux qui ont le temps de donner un peu plus de temps sur leur lieu de travail, à s'investir sur des projets, etc. Et c'est là le problème. Et en fait, on a l'impression que c'est un cercle non vertueux. Les femmes travaillent, mais souvent, parce que dans la sphère familiale, ça ne suit pas, et il n'y a pas du tout de... Moi, je ne trouve pas du tout qu'il y ait une éducation à l'égalité de ce point de vue-là. Bon, sauf dans des milieux peut-être un peu, je vais dire, privilégiés, mais c'est anecdotique. Et tant que le système capitaliste, appelons-le comme ça, privilégiera des niches et des petits privilèges qui vont aux hommes la plupart du temps, eh bien, malheureusement... Alors, je suis très pessimiste et pourtant féministe. On n'est pas prêt d'avancer, malheureusement. Oui, alors c'est pas vraiment une question, donc c'est un commentaire. Ai-je à répondre ? Peut-être juste pour dire, je sais pas si c'est, pour le coup, je ne sais pas si c'est le capitalisme le fautif, parce que là, en l'occurrence, vous parlez de politique salariale de l'éducation nationale, donc en l'occurrence de l'État, parce que l'État lui-même n'est pas du tout porteur d'égalité au sein de la fonction publique. On sait que les inégalités professionnelles y sont très importantes. Donc oui, vous avez raison de souligner en tout cas que le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire que dans les politiques salariales, on sait bien que c'est plutôt les primes vont plutôt profiter aux hommes, que l'organisation du travail, où ils vont être plutôt sur des postes où on peut faire des heures sup, ou toutes ces questions-là. Donc c'est pourquoi, par exemple, la ségrégation professionnelle est un problème. C'est un problème parce que les postes auxquels accèdent les femmes et les hommes, enfin les secteurs et le type de postes auxquels ils accèdent, ne donnent pas accès au même type de carrière, de salaire, d'avantages de ce type-là, ou de rémunération, ou de reconnaissance, ou de valorisation. Et donc la mixité des métiers, elle permet de contrer ça. Donc c'est une autre réponse. C'est pas, voilà, et pourquoi il n'y a pas de mixité des métiers ? Parce que
bien que les femmes soient plus éduquées que les hommes en moyenne, elles choisissent pas non plus les mêmes types d'études. Et ça, moi, pour le coup, je travaille un peu là-dessus en ce moment. Enfin, il y a des problèmes d'orientation très genrées qui tiennent à l'institution et qui tiennent aussi aux normes de genre dans la société, donc à une reconnaissance, qui tiennent aussi au fait que quand vous êtes les écoles d'ingénieurs dans lesquelles il y a très peu de femmes, c'est pas très très attractif pour des jeunes femmes. On n'a pas très envie d'y aller parce qu'on s'y sent pas forcément bien accueillis, à juste titre parfois d'ailleurs. Donc, vous voyez, il y a tous ces problèmes-là qui sont très ancrés. Ils sont encore à résoudre. Donc, il faut, et vous avez raison de le dire, qu'on est loin du compte et qu'il y a plein d'endroits dans le système éducatif, dans le système professionnel, dans les politiques publiques où il faut qu'on intervienne, où il faut à chaque fois remettre en avant cette question de l'égalité. Sans quoi on n'y arrivera pas, parce qu'à chaque fois, c'est tout le train qu'il faut prendre en même temps, quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention, je suis là. Vous avez évoqué tout à l'heure le nouvel esprit du néolibéralisme, on pourrait parler de néolibéralisme. Vous disiez que la lutte contre les discriminations était évoquée, mais n'était pas une fin en soi, mais était instrumentalisée au nom de l'efficacité. Vous parliez de petite musique qui nous berce, en quelque sorte. La question que je me pose et la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que nous pouvons chanter ? Qu'est-ce que l'économie peut fredonner, chanter contre cette musique-là ? Autrement dit, comment l'économie est-elle en mesure de poser cette lutte contre les inégalités, contre les discriminations comme une finalité ? Est-ce que la discipline n'est-elle pas contrainte à toujours viser justement un utilitarisme ou un pragmatisme ? Comment l'économie peut-elle poser cette lutte comme une finalité ? Alors moi, je la chante, cette musique, donc peut-être pas assez fort, mais je la chante. On m'a longtemps dit, et c'est pas les économistes qui me l'ont dit, on m'a longtemps dit que je sciais la branche sur laquelle j'étais assise, parce que je disais qu'on ne pouvait pas promouvoir l'égalité au nom de l'efficacité ou au nom d'autre chose que ce qu'elle est. Et j'ai beaucoup de collègues, politistes, sociologues qui me disent « Mais non, mais pourquoi tu dis ça ? En fait, quand tu dis ça, tu enlèves des arguments. » Voilà. J'ai une autre collègue, Réjeanne Sénac, politiste à Sciences Po. Nous avons coécrit cet article du nouvel esprit du néolibéralisme. Et on s'est vraiment beaucoup entendu dire qu'on n'avait pas raison de dire ça. Moi, ce que je veux juste dire là-dessus, c'est peut-être d'abord, je peux comprendre d'un point de vue pragmatiste, quand on est dans une entreprise, moi j'ai beaucoup échangé avec des gens qui défendent ou qui sont en charge de la mission égalité dans des organisations. Il y a des moments, si vous dites pas, mais si l'entreprise sera beaucoup mieux, vous verrez, on va y gagner, personne ne vous écoute. Donc bon, moi je peux comprendre qu'à un niveau individuel, dans certaines situations, on utilise l'argument. Je ne vais pas le juger. Je ne suis pas là pour juger qui utilise cet argument. Ce qui me gêne, c'est quand c'est plus institutionnel. C'est quand Christine Lagarde défend cette idée, mais je pense qu'elle est féministe, je n'ai pas à dire elle l'est ou elle l'est pas, je dis juste quand elle défend cette idée, si Lehman Brothers avaient été Lehman Sisters, nous n'aurions pas eu cette crise de 2008, je pense que c'est une idée qui véhicule une forme d'essentialisme, qui véhicule cette idée, ce nouvel esprit du néolibéralisme. Donc, en ce sens-là, il me gêne. Ça me gêne aussi quand France Stratégie avait demandé un rapport sur le coût des discriminations. Le coût des discriminations, je viens de vous dire, moi je m'en fiche du coût des discriminations. Moi, ce que je veux évaluer, c'est quand je mets en place cette politique, est-ce que ça réduit les discriminations ? Mais le coût des discriminations, si on était capable vraiment d'ailleurs de le mesurer très rigoureusement, moi je suis scientifique, donc si je veux le faire très rigoureusement, je ne suis pas sûre de réussir vraiment à le faire, c'est-à-dire à prendre tous les coûts dans leur globalité, et deux, je ne suis pas sûre de trouver la réponse que les gens souhaitent trouver quand ils posent la question. Moi, ma démarche scientifique, bien qu'étant économiste féministe, et certains diront que ça pollue ma démarche, pour moi, la démarche scientifique, c'est que je ne préjuge pas du résultat que je vais obtenir. Je ne sais pas ce que je vais obtenir. Je pose une question, j'utilise des outils, je réponds à la question. Je trouve une réponse, parfois elle me surprend, parfois c'est bien ça à quoi je m'attendais. Mais si je dis, je vais mesurer les coûts des discriminations parce que je sais bien que c'est très coûteux, moi, je me dis, je ne suis pas une vraie scientifique quand je fais ça. Et donc, quand on pose cette question-là, donc quand vous me dites que font les économistes, il y a plein d'économistes qui ne posent pas cette question idiote. Voilà, déjà, que peuvent faire les économistes ? C'est poser les bonnes questions. Les scientifiques, la première chose à faire, c'est poser la bonne question. C'est déjà la première marche du travail. Quand vous ne posez pas la bonne question, les connaissances que vous produisez, au mieux, n'ont pas d'intérêt, et au pire, sont très dangereuses. Donc, voilà.
Donc il y a quand même plein d'économistes qui ne posent pas ces questions-là idiotes, voilà, qui vont plutôt se concentrer sur évaluer des politiques de lutte contre les discriminations. Évaluer le coût de ces politiques, ça oui, ça a du sens. C'est mieux de lutter contre ces politiques à moindre coût, de lutter contre les discriminations à moindre coût, ça bien sûr, mais c'est pas le coût des discriminations en tant que tel que j'évalue dans ce cas-là. Et après, vous avez toujours des gens, mais il y a des gens dans la sphère académique avec lesquels j'ai des désaccords. C'est-à-dire qui vont dire, mais si, notamment des collègues italiennes, par exemple, qui vont dire, mais si, pour une fois que l'efficacité va avec la justice, pourquoi est-ce qu'on se priverait de cet argument ? Moi, je ne crois pas du tout que ce soit une bonne façon de faire. Mais la sphère scientifique est une sphère de débat et de controverse. Ça marche ? Et merci déjà pour cette réponse que vous venez de donner. Ça appelle à une certaine réconciliation avec une idée un peu primaire, disons qu'on peut avoir de l'économie ou l'économiste, argent, mais ce sont des personnes, ce sont des humains. Mais ce que je voulais vous demander, c'est que, peut-être, je suis venue un peu en retard, je ne sais pas si désolée, mais à la fin, vous avez parlé comme des pistes par rapport au congé parental. Il y avait d'autres choses qui me paraît très intéressant de voir au niveau, je ne sais pas si c'est des propositions de loi, des propositions dans l'éducation, voilà, qu'on pense, qu'on imagine des choses. Merci. Alors, non, j'en ai pas parlé, donc vous n'avez rien raté. Enfin, j'ai mentionné. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Sur peut-être 2 points. Il y a une chose sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé, c'est le quotient conjugal, qui est la façon dont on impose les couples mariés pacsés, c'est-à-dire qu'on donne 2 parts fiscales aux couples mariés et pacsés, et que ça crée un avantage, d'autant plus que les revenus entre les 2 membres du couple sont inégaux, parce que ce dispositif, il a été précisément fait dans les années 50, où on voulait que madame ne travaille pas, et que monsieur, du coup, avait à sa charge sa conjointe, et que du coup, l'impôt devait en tenir compte. Ce dispositif-là, il est très coûteux, donc il pose un problème d'équité fiscale, il pose un problème de justice fiscale, et il pose un problème d'incitation au travail des femmes, parce que du coup, vous pouvez avoir cet arbitrage qui est, oui, mais si je travaille plus, on va passer dans la tranche supérieure, et du coup, peut-être qu'on n'a pas intérêt, voilà. Et puis au moment où le couple va se séparer, madame, elle n'aura pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir, et il y aura problème, parce que ça, c'est aussi un des gros problèmes de nos sociétés. C'est au moment des séparations, les femmes ont une perte de niveau de vie bien plus importante que les hommes. J'aurais pas le temps de développer là, il faudrait une conférence en plus. Mais juste là, voilà, par exemple, sur cette histoire de l'impôt sur le revenu, nous, avec 2 collègues, on avait simulé trois possibilités de réforme, donc dans une optique très concrète, qui pourrait être débattue à l'Assemblée nationale. On pourrait soit individualiser l'impôt, ce serait un peu compliqué, puis ce serait un peu peut-être disruptif. Mais on pourrait aussi plafonner le quotient conjugal. Juste pour vous expliquer, aujourd'hui, vous savez tous ce que c'est que le quotient familial. On a des parts pour les enfants. Il est plafonné à 1 500 € par demi-part. Donc, au bout d'un moment, l'avantage fiscal s'arrête parce qu'on considère que plus on est riche, on n'a pas à prendre en compte les coûts des enfants quand les gens sont très, très riches. Il est plafonné. Mais le quotient conjugal, lui, il n'est pas plafonné. Et donc, il se plafonne mécaniquement quand on est vraiment super, super riche et qu'on est dans la dernière tranche. Mais il peut rapporter, par exemple, un avantage fiscal de l'ordre de 30 000 € par an. Alors, pour des gens, il y en a très peu. C'est-à-dire des gens très, très riches où madame ne travaille pas. Mais c'est quand même emblématique. On se dit, on ne s'est pas dit, on pourrait le plafonner. Nous, on proposait juste, si on le plafonnait au niveau du quotient familial, c'est pareil, c'est-à-dire que l'avantage d'avoir un dépendant qui est un enfant ou un dépendant qui est une conjointe, ça rapporterait 3 milliards par an. On commence à faire des choses avec 3 milliards par an. Alors je sais qu'aujourd'hui, depuis le Covid, 3 milliards par an, c'est rien parce qu'on sort les milliards. Voilà, mais l'idée, c'est juste, et on pourrait mettre en place une politique publique qui serait plutôt porteuse d'égalité. Pas suffisante, je ne suis pas en train de dire que ça changerait tout, mais on récupérerait un peu de marge de manœuvre, par exemple pour faire un congé parental plus court, mais bien rémunéré, peut-être obliger un peu le partage, il faut qu'on trouve démocratiquement des choses qui nous conviennent, on n'est pas là pour imposer des choses. Mais vous voyez, typiquement, ce que produisent les économistes, c'est ça. On simule, voilà combien ça rapporterait, et voilà qui perdrait, qui gagnerait. Vous voyez, faire attention à ne pas faire des réformes qui mettent encore plus en difficulté des gens qui sont déjà en difficulté financière. Donc voilà, ça c'est une réponse. Puis le congé parental, j'ai pas le temps, mais voilà, il faudrait un peu les réformes qu'on a faites n'ont pas fonctionné, elles n'ont pas permis aux pères de s'investir. Pourquoi ? Parce que le congé il est très mal rémunéré.
et qu'un tiers du SMIC, ça n'attire personne. Donc ça attire des femmes qui ont des conditions de travail pénibles et qui ont des petits salaires et qui trouvent que c'est quand même mieux, à juste titre, de rester chez soi, s'occuper de son enfant plutôt que... Voilà. Et ça va pas. C'est pas comme ça qu'on doit construire un congé parental. Voilà. Donc c'est des pistes, hein. Ça suffirait pas non plus, hein. Il faudrait penser à l'école, l'éducation, etc. On parlait d'éducation aux sexualités tout à l'heure. Et bien voilà, il y a aussi beaucoup de choses qu'on doit faire pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, etc. Mais voilà, ça fait partie des choses qui pourraient être faites pour avancer, en tout cas. Alors, une dernière question ici. Oui, mon téléphone ne marche pas. Bon, je voudrais dire d'abord que Bernard Maris, dans un bouquin, a dit que l'économie n'était pas une science. Et il l'a démontré. Alors, ma question ne porte pas là-dessus. Justement, moi, je voudrais parler du temps de travail. Il me semble qu'à la place du congé parental, nous aurions à mener une réflexion, tous ensemble, les hommes comme les femmes, sur le fameux temps de travail. Si on envisage un temps de travail sur la période d'activité, c'est-à-dire le moment où on commence à rentrer dans le monde du travail et le moment où on prend sa retraite, je prends cet espace dans sa globalité pour réaliser qu'en définitive, il y a des moments où on est très disponible et on peut travailler plus longtemps, et des moments où justement, au moment de la parentalité ou au moment où on a des parents âgés dont on doit s'occuper, ou des personnes handicapées dans la famille où on doit s'occuper, pouvoir avoir le temps, autant l'un que l'autre, dans un couple, pour pouvoir faire face à cette demande qui peut être ponctuelle. Mais... et c'est le temps de travail qui le compense sur toute la durée de l'activité. Voilà ce que je voulais proposer. Alors, donc je connais bien les travaux de Bernard Maris, qui a produit pas mal de choses intéressantes, mais ça se discute quand même, l'économie n'est pas une science. C'est pas parce que Bernard Maris l'a écrit dans un livre, malgré tout le respect que je dois à Bernard Maris, que c'est exact. Justement, il y a de la controverse et nous ne sommes pas forcément d'accord. Mais en tout cas, c'est une science sociale qui produit des connaissances. Alors, ensuite, sur ce que vous dites, précisément, il y a des économistes qui travaillent là-dessus. C'est ce qu'on appelle les marchés du travail transitionnel. C'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas penser le marché du travail comme quelque chose de fixe, mais comme quelque chose en dynamique. En particulier, on a des transitions dans le marché du travail. Il y a des moments où on travaille, il y a des moments où on travaille un petit peu moins, on peut prendre un congé parental, on peut faire une formation, on peut s'arrêter parce qu'on a un conjoint indépendant, on peut s'arrêter parce qu'on veut faire du bénévolat. Le problème, c'est que ces transitions, donc c'est tout un ensemble d'économistes qui travaillent sur ces questions, elles ne sont pas organisées. Et il faudrait qu'on arrive à les organiser, un peu comme un Tetris, vous voyez, pour qu'on arrive à faire des choses qui collent bien pour tout le monde. C'est-à-dire que les entreprises, elles permettent à leurs salariés de prendre du temps, alors pour plein de raisons, parce que là on a parlé de la charge familiale, mais ça peut être pour faire du bénévolat ou pour faire autre chose à un moment ou pour se former. Voilà, il faut que ces transitions, elles soient organisées de sorte à ce que, au moment où moi j'ai une transition, vous revenez par exemple sur le marché du travail. Et donc il y a tout un ensemble à repenser sur l'accompagnement de ces transitions pour que ce soit des transitions qui soient ascendantes, c'est-à-dire des transitions qui émancipent les gens, pas des transitions comme, vous voyez, quand vous êtes au chômage pendant 2 ans, c'est pas une transition ascendante, quoi. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte que par des processus de formation professionnelle, de réorganisation du marché du travail, de moins avoir cette vision des personnes qui restent dans un même emploi tout le temps, on peut ensuite penser le temps de travail sur le cycle de vie, c'est de ne pas le penser en termes hebdomadaires ou mensuels, mais se dire, voilà, il y a des moments dans ma vie, quand je suis jeune, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, je peux travailler beaucoup parce que ça m'intéresse, et puis parce que voilà. Puis au moment où j'ai des enfants, j'ai envie de travailler un peu moins. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ces transitions, encore une fois, soient genrées, c'est-à-dire que ce soit toujours les femmes qui prennent certaines transitions et les hommes d'autres, c'est-à-dire les hommes, les transitions par la formation professionnelle, les hommes font plus de formation professionnelle que les femmes, et les femmes fassent des transitions qui soient congé parental, parce que ça produit pas de l'égalité. Mais oui, il faudrait avoir, mais c'est pas facile à organiser. Voilà, là, ça fait un peu Yaka Faucon. Je pense que le MEDEF va freiner des 2 mains et des 2 pieds.